Très régulièrement, au cours des séminaires consacrés aux fondamentaux de la psychanalyse, lorsque le sujet de l'Oedipe est évoqué, aussitôt un certain nombre de questions surgissent concernant la conception de l'Oedipe dans les familles recomposées et les familles homoparentales. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'une précision s'impose. Quand la critique avance que la famille traditionnelle hétéroparentale serait le modèle dominant, je crois sincèrement que l'affirmation est fausse. L'histoire, avec une majuscule, nous montre clairement que la structure familiale a toujours été diversifiée. Ne serait-ce qu'au XIXe siècle, quand on voit les familles nombreuses, les remariages après un veuvage, le recours tellement fréquent à des nourrices, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que la reconnaissance sociale et juridique des familles recomposées et homoparentales continue naturellement d'évoluer, et notamment avec l'adoption par des couples homosexuels masculins. Ce sont donc de véritables défis que posent ces nouveaux modèles familiaux au complexe d'Oedipe. Quel défi? Eh bien, le rôle du tiers séparateur, l'ordre des générations, la construction de l'identité sexuelle et l'intégration des interdits. Voilà, 4 sujets que je vous propose d'évoquer dans cette séquence. Sigmund Freud, on le sait, a élaboré la théorie du complexe d'Oedipe à partir du mythe d'Oedipe, qui accomplit, nous dirons malgré lui, la prophétie de tuer son père et d'épouser sa mère. Et Freud en a tiré l'hypothèse que l'enfant développe un désir inconscient d'exclusivité avec le parent du sexe opposé et perçoit l'autre parent comme un rival qu'il s'agit d'éliminer. Ce processus passe par un certain nombre d'étapes. D'abord, il y a la phase d'éveil du désir oedipien, de 3 à 6 ans, nous dirons. Une phase lors de laquelle l'enfant cherche à monopoliser l'attention du parent du sexe opposé. Et puis vient la phase de confrontation aux interdits, phase au cours de laquelle l'enfant réalise que ses désirs sont impossibles à réaliser, notamment par crainte de la castration, c'est-à-dire la punition par une instance, une figure plus puissante. Et enfin viennent les phases d'acceptation et de refoulement, par lesquelles l'enfant finit par renoncer à ce désir et va s'identifier aux parents du même sexe, ce qui lui permet d'intégrer les normes sociales. On comprend donc qu'un Oedipe traversé, ou selon la formule consacrée, un Oedipe liquidé, instaure durablement chez le sujet les 2 grands interdits, les 2 interdits fondamentaux que sont l'inceste et le meurtre, 2 interdits indispensables au développement psychique. Et dans une famille recomposée, quid de l'Oedipe? Eh bien, puisque traditionnellement l'Oedipe se joue entre les 3 figures que sont le père, la mère et l'enfant, il est évident que cet équilibre va se trouver perturbé par la présence de plusieurs figures parentales. Alors, ça n'est pas forcément un problème, parce que l'Oedipe, on s'en rend compte, peut très bien se construire auprès de diverses figures éducatives, à condition
que ces figures offrent à l'enfant amour et repère. La vraie difficulté survient quand les adultes ont du mal à trouver leur place dans la nouvelle structure familiale. Et alors, deux problèmes surgissent. D'abord, une indéfinition des rôles parentaux. Ça signifie que si les fonctions ne sont pas clairement établies, l'enfant va évidemment manquer de repères. Et puis deuxième problème possible, le déséquilibre générationnel. Parce qu'un enfant, il peut arriver qu'il se retrouve en position de quasi-adulte. Par exemple, si le beau-parent ne trouve pas sa légitimité éducative, n'assoit pas clairement sa légitimité éducative. Et puis entre en scène la question du narcissisme des adultes et son impact sur l'Oedipe. Le narcissisme parental joue un rôle fondamental dans la dynamique d'une famille recomposée. D'un côté, un narcissisme excessif chez un beau-parent peut très bien amener celui-ci à rechercher une admiration inconditionnelle, et ce, au détriment des besoins de l'enfant. À l'inverse, un narcissisme trop pauvre, trop faible, peut conduire à une absence d'autorité, qui va laisser l'enfant sans cadre véritablement structurant. Ajoutons que la présence d'un enfant qui serait issu d'une union précédente peut réveiller des jalousies inconscientes, ce qui va compliquer l'attachement entre beaux-parents et enfants. Autre point important, la question de l'autorité. Il est évidemment impératif que le beau-parent puisse exercer une autorité éducative légitime. Si son rôle se limite à un simple accompagnement affectif, l'enfant risque de développer une illusion de toute puissance qui va compromettre son acceptation, l'intégration des interdits oedipiens. C'est alors la mission du parent biologique de soutenir l'autorité du beau-parent pour éviter toute confusion des places et des responsabilités dans l'ordre des générations. Comme dans une famille hétéroparentale, l'enjeu principal dans les familles homoparentales, c'est la triangulation. L'enfant doit comprendre qu'il n'a pas à vivre dans une relation fusionnelle avec un seul parent, mais qu'il existe ce que l'on appelle des tiers séparateurs. Le tiers en question, qui joue un rôle profondément structurant en apportant des repères supplémentaires, ça peut être l'autre parent de même sexe, tout comme il peut s'agir de grands-parents, de parrains, de marraines ou même d'amis proches de la famille. Dans les couples homosexuels féminins, la distinction se fait souvent entre la mère biologique d'une part, qui a vécu la grossesse, et la mère sociale d'autre part, qui endosse un rôle souvent assimilé à celui du père dans les familles hétéroparentales. Et donc c'est à elle qu'échoit la fonction de séparation entre la mère et l'enfant. C'est à elle qu'échoit également l'ouverture de l'enfant vers l'extérieur de la famille, l'ouverture au monde, et bien sûr la structuration de l'autorité. Maintenant, dans les couples homosexuels masculins, l'enfant va s'appuyer sur la bisexualité psychique des deux pères. Vous savez, cette capacité inconsciente qu'a chaque individu de s'identifier à des éléments et masculins et féminins. Et bien de cette façon, l'enfant intègre peu à peu les dimensions féminines et masculines de ses figures parentales. Enfin, il nous faut bien évoquer la question la façon dont se construit la différence des sexes. Pour l'instant, les études montrent que les couples homoparentaux s'efforcent de veiller à entourer leur enfant de figures des deux sexes, afin de lui offrir une
diversité de modèles identificatoires. C'est une démarche qui permet d'assurer un développement équilibré et d'éviter les carences en repères genrés. En résumé, donc, nous pouvons dire que désormais l'Oedipe se décline, qu'il s'adapte aux nouvelles configurations familiales, qu'il s'agisse des familles recomposées ou des familles homoparentales. Dans les premières, on l'a vu, l'enjeu, c'est de clarifier les rôles parentaux et de permettre aux beaux-parents d'exercer une autorité véritablement structurante. Et dans les secondes, il s'agit d'assurer une triangulation suffisante et de diversifier les figures d'identification. Ça implique bien évidemment de la part de l'enfant un travail psychique supplémentaire, dans le sens où il lui faut intégrer des repères familiaux qui sont différents des modèles traditionnels. Cependant, comme je le rappelais il y a quelques jours à peine, à propos du livre de Bruno Bettelheim, si l'amour ne suffit pas, il demeure néanmoins essentiel à une condition, à la condition qu'il soit accompagné d'un cadre suffisamment structurant et d'interdits parfaitement clairs.